Depuis plusieurs années, j'ai développé un intérêt particulier pour le milieu carcéral. Pour mettre en évidence un lien entre la maltraitance et l'acte criminel répété, je vous propose d'étudier ici la proportion d'enfants maltraités en France et la proportion de tueurs en série ayant subi des maltraitances. Le but étant de voir s'il y a une différence significative entre ces deux proportions. D'après un rapport sur le site du ministère de la Justice, en 2014, 10% des enfants subissaient des maltraitances familiales, dont 5% étaient rapportés par des professionnels de la santé. N'ayant pas de rapport sur la proportion des tueurs en série ayant subi des maltraitances, j'ai décidé d'en faire un moi-même. Évidemment, ma méthode est critiquable. Je ne vais pouvoir utiliser que Internet et quelques statistiques de base. J'ai décidé donc de prendre 10 tueurs en série au hasard qui ont été jugés en France ces dernières années et de regarder dans leur biographie s'il y a des violences infantiles ou pas. Sur cette liste, j'ai pu observer que 4 cas sur 10 avaient subi des maltraitances. Ce qui rapporté à la même échelle nous donnerait 40%, donc 4 fois plus. On pourrait donc en conclure qu'il semblerait que la maltraitance ait une influence sur la probabilité de déclencher un comportement criminel répété. Le but pour moi n'était pas véritablement de pouvoir tirer une conclusion. À mon échelle, je ne peux pas faire grand-chose, hormis essayer de récolter encore plus de données, mais ça prend beaucoup de temps. Il est important encore une fois de préciser que des personnes qui ont décidé d'opter pour une carrière criminelle, une carrière au sens sociologique, donc qui n'est pas forcément une carrière légale, ne sont qu'une minorité de personnes parmi les personnes qui ont été maltraitées. Il faut faire attention aux amalgames, on en fait déjà assez. D'après le service psychiatrique infanto-juvénile de l'université de Louvain, il semblerait que 30% des personnes ayant subi des maltraitances produisent un comportement criminel directement ou une fois adulte, ce qui semblerait aller dans le sens de ce que j'ai trouvé. Le cas de Ed Kemper ou les autres vignettes présentées ont tous subi au moins un événement traumatisant à l'exception de 2. Bien qu'il ne s'agisse pas tout le temps de maltraitance, on observe de manière récurrente des contextes environnementaux ou des événements ponctuels violents. Ce que l'on peut observer aussi de ces cas, c'est que quasiment à chaque fois, cette maltraitance est restée dans le secret familial. Ce sont donc des enfants qui ont souffert dans le silence et sans aide. Et peut-être que l'on peut se dire que l'intériorisation de cette violence peut être la clé à l'explication qu'une petite partie des personnes ayant subi cette violence cherchent à la réextérioriser plus tard. Des études sur la maltraitance ont montré qu'à long terme, elle peut déclencher un syndrome post-traumatique. Les conséquences de ce type de traumatisme ne sont que très rarement liées uniquement à la période où il y a maltraitance. Elles se retrouvent chez le patient des années plus tard dans des peurs irrationnelles, des craintes, des comportements autodestructeurs, voire criminels. Le déclenchement du syndrome post-traumatique est dû à l'augmentation du stress continu et au taux de cortisol. Un taux de cortisol supérieur à la normale peut impacter le fonctionnement des neurones, créer des angoisses, voire même une dépression. Il peut même engendrer des pertes de mémoire et des troubles de la concentration, ce qui peut rendre une personne beaucoup plus instable sur ses émotions et son comportement. L'acquisition de l'identité est un processus long qui se développe durant l'enfance et l'adolescence principalement. Nous essayons de comprendre qui nous sommes en fonction de 2 variables, la dimension personnelle et la dimension sociale, selon la théorie de la dualité de l'identité sociologique de Claude Dubar. Cette dualité se confond et nous permet de savoir qui nous sommes. Mais dans le cas de la maltraitance infantile, l'identité se forge dans un contexte où l'enfant est humilié. L'influence des figures familiales qui l'entourent aura un rôle dans son identification. Aujourd'hui, je vous ai présenté le premier travail de type mémoire que j'ai dû rendre à l'université. Je voulais vous le partager parce que j'ai trouvé la recherche intéressante. J'espère que pour vous aussi, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, qu'ils soient en accord ou divergents. Je me ferai un plaisir de continuer avec vous. Tous les liens et œuvres utilisés pour cette recherche sont en description. Et on se dit à une prochaine pour un nouvel épisode de Questions de Psy.